L'objectif, ça va être de partir un peu de nos pratiques, de ce qui peut se faire dans des JC, et de voir en quoi est-ce qu'en fait ces activités-là peuvent faire l'éducation populaire. Et avant ça, tu vas faire aussi un rapide historique sur ce qu'on entendait par éducation populaire. Cyril va faire une conférence d'une demi-heure, 30, 35 minutes, et ensuite on vous laissera la parole pour questions-réponses, et on en a pour une heure. Voilà. Et bien, toi, la parole, Cyril. Super, merci beaucoup pour cette brève présentation. Alors, effectivement, il y a des cahiers de l'action qui sont sortis en début d'année, et donc moi je vais vous présenter une partie de mes travaux. Alors j'ai tendance à parler assez vite aussi, donc n'hésitez pas à m'interpeller là-dessus, et j'essaierai de baisser un peu la cadence. Au niveau de l'éducation populaire en tant que telle, juste un petit mot avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est toujours assez étrange quelque part de parler de méthode active et d'avoir une personne qui vous explique comment faire. Donc on va essayer, à travers le temps de questions, de rendre ça le plus interactif possible et de discuter évidemment tout ce que je vais vous proposer en termes de contenu. Si tu veux, tu peux mettre le sommaire, Raphaël. Donc, dans un premier temps, voilà, je vais vous faire une petite introduction, un retour historique de l'éducation populaire dans le temps, comment on s'est approprié, quels mouvements se sont saisis de ces sujets, de cette notion. On verra aussi quelques définitions. On va voir qu'il y a pas mal d'approches qui sont différentes sur l'éducation populaire. Je vous présenterai un peu de mes travaux là-dessus aussi. Et puis après, on va passer sur une partie Zumba. C'est Raphaël qui m'a proposé ça, qui m'a dit en fait, nous, on voit la Zumba, c'est l'éducation populaire. On va essayer de répondre en partie. Donc, j'espère que on va intervenir là-dessus aussi. Et enfin, une dernière partie, alors là, c'est plus si on a le temps, sur des pratiques d'éducation populaire, sur des outils qu'on peut mobiliser qui sortent un petit peu de ceux qu'on emploie d'habitude, ou au contraire qu'on emploie pas mal, et ça sera peut-être l'occasion de faire un retour d'expérience là-dessus. Voilà pour ce petit sommaire. Si que tu peux passer, voilà, de quel point de vue on parle. Là, tu peux envoyer les diapos aussi. Le pauvre, j'ai fait ça. Moi, j'ai été animateur de colonies de vacances, de séjour de vacances, je ne sais pas si j'ai ça, pendant quelques temps, vers la fin de mes 18 ans, 19 ans, jusqu'à rentrer en doctorat. Donc, j'ai une approche qui est rentrée dans l'éducation populaire par l'animation. Et j'ai commencé à faire de la recherche, justement en m'interrogeant en quoi, en fait, l'animation, c'est de l'éducation populaire. En gros, et puis j'ai été porte-parole de ressources alternatives, qui est une asso parisienne d'éducation populaire militante. Voilà, j'ai pas mal pratiqué du pop avec ces personnes-là, dans des festivals, faire des outils aussi qu'on vous présentera peut-être tout à l'heure. Donc, vas-y, tu peux envoyer, ouais, pas trop vite. Reviens en arrière. Donc, sur la base de mes travaux, ça a été une thèse que j'ai soutenue en 2022 sur la formation d'animateurs professionnels, émergence et structuration en marché entre acteurs privés et publics. Donc, l'idée là, c'était de comprendre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment l'éducation populaire, elle s'était marchandisée. Comment c'était devenu un produit, comme une botte d'oignons qu'on pouvait vendre sur un marché. Je voulais essayer de comprendre ça. Donc je me suis dit, déjà pour comprendre l'éducation populaire, il faut réussir à la définir. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble tout à l'heure. Mais ça me paraissait un peu complexe. Donc je suis parti sur un peu une émanation, sur quelque chose qui se caractérise comme étant de l'éducation populaire, l'animation. Et j'ai essayé de comprendre l'animation, comment elle s'était professionnalisée, comment elle s'était marchandisée. Donc l'idée, c'était vraiment ça, de comprendre cette transformation d'une logique plutôt militante, anticapitaliste, de lutte contre les oppressions, vers un produit sur un marché. Donc l'animation et les formations d'animateurs se prêtaient particulièrement bien à ça. Okay, tu peux cliquer même 2 fois, je dirais. Donc ça, c'est souvent ce que je dis quand je présente mes travaux. Ne vous amusez pas à lire des thèses en entier. C'est très long, fastidieux. Enfin, vous avez 500 pages écrites dans un caractère fait pour les universitaires. Par contre, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on sort des articles.
Et là, en l'occurrence, celui que je vous propose là est sur les diplômes d'animateurs. Donc là, j'ai essayé de comprendre en quoi les formations étaient un indicateur pour comprendre cette marchandisation. Et puis, je vous en ai mis 2-3 autres aussi. Tu peux cliquer si tu veux sur la structuration du marché, sur l'influence que l'Europe a pu avoir sur les diplômes et comment ça a facilité cette marchandisation. Tu peux cliquer. Et sur la place de l'éducation populaire qu'on peut retrouver dans les diplômes. Voilà, en gros, pour les quelques publications, vous pouvez retrouver, je vous ai mis les liens. Maintenant, on va passer sur, tu peux envoyer la suite, sur un retour historique. Donc là, l'idée, c'est déjà de reprendre un petit peu les origines. Vous avez une idée un peu de quand on retrace l'éducation populaire? Résistance, Condorcet, ouais, généralement ça marche assez bien. Souvent, effectivement, on envoie. On retrace ça à Condorcet avec son plaidoyer pour permettre au peuple de s'éduquer. Donc, c'est pas tout à fait juste. Ça peut prêter à confusion, mais en tout cas, les historiens s'accordent là-dessus en disant bon, ok, là on a une balise historique qui nous permet de nous dire à partir de ça on peut avancer. En tout cas, on a l'État qui prend conscience de l'éducation du peuple. Ça, c'est un point qui est assez important. Donc, on a une dynamique qui est très basée sur la lutte des classes, sur les mouvements ouvriers, parce que là, il y a un gros enjeu en fait pour les classes ouvrières, qui est de dire, si on a des ouvriers qui savent lire, qui savent écrire, on peut commencer à faire des tracts, on peut commencer à lire des contrats, on peut commencer à penser un petit peu plus son métier, plutôt que d'uniquement l'exécuter. Donc ça, c'est beaucoup ce qu'on retrouve à la fin au début du XXe siècle, sur cette dynamique-là. Voilà, je vous ai mis des petites photos aussi, pour pas que ça se traîne. Tu peux mettre la diapo suivante. Alors, vous reconnaissez les... Alors, je vous l'ai mis lui, parce que pour moi, c'est pareil, une valise qui est assez importante historiquement, notamment à travers le Front populaire. Ouais, j'ai hésité à le poser, mais j'ai pas trop de voix, donc ça risquait d'être un peu embêtant pour vous. Donc, Léon Blum, ce qu'il met en place avec le Front populaire, il commence à s'intéresser aux colonies de vacances, donc qui commencent à bien se développer depuis une quarantaine d'années. On a les mouvements confessionnels qui sont très présents, donc les curés qui emmènent les jeunes de la paroisse pendant quelques jours dans la montagne faire de la randonnée pour qu'ils redécouvrent l'hygiène, etc. Et donc, ça se développe pendant une quarantaine d'années. Et le Front populaire se saisit de ces questions-là en disant ça pourrait être intéressant qu'on y apporte un petit cadrage de l'État, qu'on ait une formation des personnes qui encadrent. Et c'est là où on a les premiers diplômes qui apparaissent en 1937 avec les CDA qui vont justement encadrer ces premières formations. Voilà. Donc, on a les mouvements d'éducation populaire qui se développent. On a beaucoup de formations qui commencent à arriver. Les mouvements confessionnels qui sont assez présents, donc ça, je vous en ai parlé. Et en sortie de Seconde Guerre mondiale, donc je vous passe toute l'histoire du riage, des mouvements qui se sont structurés au fur et à mesure. Ce que je trouve assez intéressant et qu'on retrouve pas mal chez Laurent Pess dans son historicité des mouvements sociaux, des centres sociaux de la MJC, c'est toute la structuration que l'État y apporte. C'est-à-dire qu'on va avoir un État, notamment durant la période de Maurice Herzog, qui va être très présent et qui va faire en sorte que des subventions soient données de manière assez abondante et systématique pour soutenir des projets d'éducation populaire. Et surtout, on ait cette construction qui se passe d'établissements dans lesquels des jeunes et des moins jeunes aussi puissent se retrouver.
Durant la période fin des années 50, début des années 60, on a un peu plus de 6000 établissements socioculturels qui sortent de terre, entre des MJC, des centres socioculturels. Et donc, on a un contexte qui favorise une professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a un métier qui commence à se structurer et qui va être normé et qui va avoir une division du travail, des conventions collectives, des statuts, etc. Donc, on a effectivement cette professionnalisation qui évolue jusque dans les années 80. Après, quand je parle de professionnalisation, c'est un processus, donc il n'y a pas vraiment de fin. On a toujours un peu des enjeux qui se font de professionnalisation, reprofessionnalisation. On ne va pas forcément rentrer là-dedans tout de suite. Mais en tout cas, dans les années 80, ce qui se passe, on a une logique de marché qui commence à se mettre en place. Donc, des appels d'offres. On passe de subventions quasi systématiques à des appels à projets. Donc, que vous connaissez toutes et tous très bien, je crois. Et donc, l'idée, là, c'est beaucoup plus de porter des projets et l'État va ensuite les financer si les projets conviennent, s'ils répondent aux critères, etc. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont beaucoup induites de l'Union européenne. Et donc, à partir des années 2000, on a un peu un creux de la vague de l'éducation populaire qui va revenir tout doucement avec des scopes qui vont porter une éducation populaire qui est hors institution, qui est avec de nouvelles structures, avec l'idée vraiment de penser l'éducation populaire politique. Ce qui est assez paradoxal quelque part, étant donné que l'éducation populaire est par définition politique. Mais bon, si on rajoute le politique derrière, c'est qu'il y a un besoin de ça aussi. Donc, ce que je dis souvent de l'éducation populaire, c'est qu'elle est un peu à l'image du peuple. C'est qu'elle se rassemble, elle émerge, elle ressort quand il y a des besoins du peuple de s'éduquer mutuellement pour lutter toujours contre des dominations. Ça, c'est vraiment important, ces notions de lutte, pour moi, dans l'éducation populaire. Donc là, on peut les retrouver. Alors, ça, encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que les Gilets jaunes, qu'Extinction Rébellion soient de l'éducation populaire. Pour moi, ça en est profondément parce que c'est des mouvements qui se rassemblent pour lutter contre des dominations et on n'a pas que une revendication qui est portée. On a aussi tout un tas de mouvements d'éducation qui se font de manière entre les individus, interindividus. Notamment, on peut prendre l'exemple des Gilets jaunes. Je vous ai parlé de ressources alternatives tout à l'heure. Ils sont venus nous voir et nous ont demandé comment on peut développer des outils d'éducation populaire, comment on peut mener des apprentissages, comment on peut faire des porteurs de parole, etc. Donc, on a une volonté qui est de s'éduquer mutuellement, que je trouve particulièrement intéressante. Alors ensuite, donc, je m'étais rassemblé le peuple face à des problématiques contemporaines, et l'éducation populaire n'en porte pas toujours le nom. On la retrouve parfois sous d'autres mouvements, sous d'autres formes, notamment sur les crises climatiques, les crises du logement, de l'alimentation, de l'accès à l'eau, etc. Donc, comment des acteurs de l'éducation populaire peuvent se saisir aussi de ces rassemblements populaires pour justement lutter face à des oppressions, à des dominations. Tu peux passer. Bon, alors voilà, là je vous ai mis des sites, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos là-dessus, sur la partie historique, hein, on l'a faite vraiment très rapidement. Voilà, donc là-dessus on peut passer. Pour retrouver, je vous enverrai le PowerPoint, je ne sais pas trop comment on pourra faire, mais on va passer aux définitions maintenant. Donc, l'éducation populaire, qu'est-ce que c'est? Si je voulais botter la touche, je dirais que c'est l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, avec ça, on met à peu près tout le monde d'accord et on se fait pas. Notamment, alors j'ai creusé un petit peu cette maxime et je suis tombé sur un discours d'Abraham Lincoln sur son point de vue par rapport au gouvernement, qui pour lui, ça devait être le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, au niveau de la démocratie, pardon. Donc voilà, je trouvais assez intéressant de voir comment les États-Unis étaient particulièrement rentrés dans notre culture jusque-là. Voilà, tu peux passer.
Alors ensuite, pour des définitions plus franco-françaises, donc là je vous ai mis une définition de Geneviève Poujol, qui est une grande historienne de l'éducation populaire, qui voit l'éducation populaire qui peut se définir comme un projet de démocratisation de l'enseignement porté par des associations dans le but de compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens. Là, fin des années 90, on voit le rôle de l'école, ou plutôt le rôle de l'éducation populaire à côté de l'école. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres définitions, comme la suivante, si tu veux. Donc de Benigno Cáceres, qui lui est donc un des fondateurs de Peuple Culture avec Geoffre Dumassier, donc qui lui voit l'éducation populaire, ça lui apparaît maintenant comme une révolte permanente contre des lieux communs. Elle doit se maintenir et se développer, quels que soient les changements, les évolutions ou les régimes. Elle seule aide l'homme à acquérir sa plénitude. Donc là, lui, il voit vraiment l'éducation populaire comme une émancipation. On se saisit de l'éducation populaire pour s'extraire de toutes les dominations conçues. Une définition plus contemporaine du site éducationpopulaire.fr, là, on va retrouver l'éducation populaire qui n'est pas éduquer le peuple. Ce n'est pas apporter la conscience de l'extérieur des personnes qu'on considérerait comme à conscientiser. Ce sont des dynamiques collectives qui permettent aux dominés de développer ensemble une compréhension critique de la société et des origines des inégalités sociales. Il s'agit de se donner les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer. Là où je trouve que c'est assez intéressant dans ces définitions, c'est qu'on ne peut pas dissocier éducation et populaire. Ou alors, comme Philippe Perrieux le fait très habilement, en rappelant les fondements de l'éducation, que tout le monde est éducable et que chacun peut apprendre. Voilà, c'est apprendre un petit peu avec des pincettes comme approche à mon sens. Et je vous en ai mis une dernière qui se caractérise pas vraiment comme de l'éducation populaire, mais qui est plus sur des pédagogies de l'opprimé, portées par Paulo Freire au Brésil, qui dit que personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Donc ça rentre complètement dans ce qu'on pourrait définir de l'éducation populaire. On fait ensemble, il n'y a pas de savoirs qui sont légitimes, il n'y a pas de pratiques qui sont meilleures que d'autres, mais il y a celles qu'on fait ensemble pour aller plus loin, tous ensemble. Tu peux passer. Donc, de ces définitions, là, je vous en ai fait une petite sélection, j'en ai étudié une quarantaine à peu près, pour essayer de comprendre ce qui sortait vraiment. Donc, j'ai réussi à faire 4 catégories au final. Donc, l'éducation populaire comme lutte sociale, qui vise à une transformation sociale et politique. L'éducation populaire comme mode d'action, donc on agit ensemble, comme conception de l'éducation. Donc ça, pareil, c'est un des courants qu'on retrouve beaucoup dans les définitions de l'éducation populaire, qui vise à l'apprentissage, à un esprit critique. Et enfin, on a une méthode pédagogique qui favorise plus la citoyenneté. De ne pas tant changer le monde dans lequel on est, mais plus d'accompagner les personnes à vivre dans le monde dans lequel elles sont. Donc ça, c'est une quatrième que je trouve en opposition avec certaines autres. Je peux passer. S'il vous plaît, vous pouvez ralentir, parce qu'on ne peut pas prendre de notes. Après que vous envoyez le ouais, on vous l'enverra après. Vous allez envoyer? Ok, super. Oui, on vous l'enverra. Il l'a sur clé. Vas-y, ouais. Tu peux mettre la diapo suivante. Donc, en gros, de toutes ces définitions, ce que j'ai fait, c'est que je les ai placées sur une matrice. C'est très expérimental encore ce que je vous montre. J'ai essayé de placer celle qui se rapprochait plutôt de l'esprit critique, mais à travers des luttes ou à travers de l'éducation, celle qui était plutôt dans de l'action. C'est très expérimental pour le moment, donc on ne va pas trop s'attarder dessus, mais ça résonne beaucoup avec les travaux de Christian Morel, qui lui a, tu peux mettre une diapo suivante, qui a en gros pas cherché à définir l'éducation populaire, mais à en trouver les finalités. Donc il en a trouvé 4 qui vont être la conscientisation. Donc pour lui, il faut d'abord que les personnes soient conscientes de la situation dans laquelle elles vivent. Ensuite, qu'elles puissent s'en émanciper. C'est-à-dire que les personnes puissent sortir de leur domination. Ensuite, l'augmentation du pouvoir d'agir. Comment on fait tous ensemble pour ne plus subir ces dominations. Et enfin, la transformation sociale et politique. C'est que on arrive à changer la société pour qu'elle soit plus juste, plus égalitaire, plus équitable pour toutes et tous.
Et donc, moi, si vous voulez, l'éducation populaire, après toutes ces réflexions, j'ai plutôt tendance à la penser en termes d'enveloppe. De dire, voilà, on a chacune des personnes qui définit un peu l'éducation populaire à sa manière, et tout ça, ben, on la met dans son enveloppe, et on regarde ce que les personnes qui font, en disant que c'est de l'éducation populaire, font réellement, pour pouvoir avancer avec elles. Tu peux appuyer. Donc l'idée, voilà, c'est de ne pas être trop strict sur ça c'est de l'éducation populaire, ça c'en est pas, mais c'est plutôt le sens qu'on met derrière et qu'est-ce qu'on a comme finalité derrière tout ça. Pendant la conférence de tout à l'heure, l'intervenant me disait oui, là on a des pratiques artistiques. Et je crois qu'il y avait des questions qui allaient dans le sens, en fait c'est bien d'avoir des pratiques artistiques, mais pourquoi faire en fait? Donc si vous voulez, si on est dans une démarche d'éducation populaire, cette pratique artistique, elle doit favoriser cette émancipation, conscientisation pour, in fine, transformer la société. Sinon, c'est compliqué de s'en revendiquer. Et donc, c'est quoi, tu peux laisser celle-là. Donc là, l'idée aussi, pour penser l'éducation populaire différemment, c'est de se dire, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, on n'a pas notre carte, on n'a pas un plan bien défini comme on pourrait l'avoir dans le métro. Par contre, si on va demander à tous les voyageurs parisiens, tu prends quel arrêt, tu parcours quelle ligne, etc., avec beaucoup de temps et de personnes interviewées, on va réussir à reconstituer toute la partie, toute la carte qu'on peut avoir d'un métro. Là, c'est un peu ce que je vous invite à faire dans vos pratiques pour, si ça vous intéresse de savoir ce qu'est l'éducation populaire, c'est de sonder toutes les personnes autour de vous et puis que ces personnes-là vous disent, voilà, pour moi l'éducation populaire, c'est ça de telle manière. Et en fait, en confrontant tout ça, vous allez réussir à avoir une représentation qui va être beaucoup plus large de ce que ça peut être. Voilà. Alors, donc, là, maintenant, on a une question qui est entre l'animation. Enfin, l'animation, elle trouve ses origines dans l'éducation populaire. Ça, les chercheurs sont tous à peu près d'accord là-dessus. Mais maintenant, est-ce que l'animation, reste de l'éducation populaire? Donc, et comment ça peut en être? Vas-y. Donc là, pour reprendre quelques chercheurs, pour Bénard et Lebon, l'animation, ça va être la fille de l'éducation populaire. Parfois, ils disent même la fille marchande de l'éducation populaire. Par contre, pour Raymond Laborie, lui, il estime que l'animation, elle ignore l'héritage de l'éducation populaire. Tiens, tu peux avancer. Ouais, c'est ça. Pichel et Saez, eux, ils affirment une rupture entre l'animation et l'éduc-pop. Donc c'est assez intéressant de voir le lien qu'il peut y avoir entre ces deux notions. Quelle distance s'est installée aussi. Pourquoi on a eu cette distance qui s'est installée? Vas-y. Alors maintenant, la Zumba. Moi, ça m'a particulièrement interpellé parce que la Zumba, est-ce que c'est de l'éducation populaire? Alors là, après tout ce que je vous ai dit, je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Ça serait un petit peu complexe. Par contre, on peut réfléchir en quoi la Zumba, c'est de l'éducation populaire. Comment on peut permettre une dynamique d'éduc-pop avec cette activité, qui au final est une activité comme une autre, comme la peinture, comme des échecs, etc. Alors, tu peux avancer. Donc, sur la Zumba, on a bien une histoire. On a des luttes sociales peut-être qui sont liées à cette danse. On a peut-être une construction, une opposition à quelque chose d'autre. On a plein de connaissances qui sont autour de la Zumba, peut-être même une vision du monde qui peut être différente. On est dans une formation tout au long de la vie, on apprend des choses. Donc ça, c'est peut-être un premier point, une première clé, en tout cas de lecture de ce que peut être l'éducation populaire dans la Zumba. Alors ensuite, on peut aussi se dire que la danse vient de Colombie, etc., qui a pas mal de points communs peut-être, ou de différences, de penser son importation. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la colonisation, avec tout un tas de mouvements sociaux qui se passent dans ce pays? Donc là, l'idée, c'est plus de repenser, alors c'est un travail, je pense, à faire avec l'intervenant aussi, mais d'apporter peut-être des contenus qui ne sont pas directement proposés. Enfin,
à titre très personnel, j'ai pratiqué des activités dans des MJC où ça pouvait parfois être très factuel. On arrive à 18h, on part à 20h, on a fait notre cours de théâtre et ça s'arrêtait là, on n'avait pas plus de liens que ça. Mais en tout cas, on peut y mettre du lien et apporter des choses qui peuvent se distinguer peut-être d'autres activités où on est plus dans de la consommation. Tac. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est votre amorce aussi, et que ça peut permettre d'engager des discussions sur des tons beaucoup plus formels, de permettre aux personnes de se retrouver peut-être à d'autres moments, soit avant, soit après. C'est assez intéressant de voir, par exemple, des journées comme celle-ci, où au final, vous avez des moments où on vous délivre du contenu, des moments où vous créez du contenu, mais il y a aussi tous les moments informels, où là, il y a vraiment de l'échange qui se fait, où vous redéconstruisez l'intervention, etc. Et donc, tous ces moments informels, ça apporte aussi tout un tas de choses. Donc, ça permet peut-être, à travers ces activités-là, de recréer du lien dont on manque cruellement en ce moment. Donc, je pense que ça, il ne faut pas le négliger, et puis peut-être avoir plus d'apport que la danse, la technique de danse en elle-même. Alors, ouais, bon, cette diapo, je m'étais dit qu'elle était très nulle, je pense que j'aurais pu l'enlever, mais je pense qu'il y a un côté aussi de poser un diagnostic. Parce que si on a des personnes qui sont extrêmement sensibilisées à cette pratique, hein, que ça soit comment dire, de la Zumba ou autre chose, ce qui va être intéressant, ça va être de construire, encore une fois, avec les personnes qui sont présentes et que ces personnes-là fassent elles-mêmes leurs apports. Alors, là, on arrive plus sur la partie pratique de l'éducation populaire. Alors, là, dans les cahiers de l'action, justement, il y a eu un débat sur les méthodes et sur les démarches. Donc, en gros, ce que rapportait Emmanuel Porte, c'est qu'on peut interroger les méthodes d'éducation populaire, mais avancer qu'il n'y a pas de méthode d'éducation populaire, mais plutôt des démarches qui usent de méthodes et d'outils à même de nourrir un projet. Un petit peu comme la Zumba, si vous utilisez des outils, mais qui ne sont pas dans des finalités émancipatrices, de transformation sociale, est-ce que c'est vraiment de l'éducation populaire? Alors après, généralement, si on fait des rivières, etc., avec une idée de faire du débat derrière, généralement, ça induit assez vite de l'éducation populaire. Mais ce n'est pas systématique. Ouais, donc, je vous ai mis un site que vous connaissez peut-être à main levée, parce qu'il y a des personnes qui connaissent ce site, Interpol, rien à voir avec l'autre site. Donc là, l'idée de ce site-là, c'est de retrouver des techniques d'animation de groupe. Vous avez énormément de fichiers qui sont disponibles, donc je vous invite à regarder, je vous ai mis le lien aussi sur le diaporama. Et là, on arrive à peu près, on a une demi-heure. Donc, soit on a deux possibilités. Là, en gros, je vous ai mis plein de... Ouais, tu peux cliquer une quinzaine de fois à peu près. Une quinzaine d'outils. L'arpentage, les porteurs de parole, etc. Donc, on a deux possibilités. Soit ça vous intéresse de rentrer dans le détail de ces outils, ou alors, vous préférez plutôt passer sur de la discussion. Je me suis ouvert aux deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors déjà, est-ce que vous connaissez, par exemple, l'arpentage? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà mis en place? Deux, trois, comme ça. Ouais, quand même, vous êtes quelques-uns à... Ouais. Ok. Bah, Raphaël, ouais. Je ne sais pas si jamais vous n'avez pas de questions. Enfin, est-ce que vous avez des questions? Non, mais après, s'il y en a pas, c'est ça. Ouais, donc dans ces cas-là, je te propose qu'on déploie un peu les différentes pratiques. Ouais, ça marche. Peut-être au moins sur l'arpentage qui fonctionne assez bien en termes de dynamique de groupe. Après, les autres, on les détaillera peut-être moins, mais je trouvais que c'était une base intéressante de discussion. Donc, si tu veux, ouais, tu peux. Donc, l'idée de l'arpentage, c'est de prendre un livre, de le séparer en tant que participants. Donc, vraiment, on déchire le livre. C'est l'idée. Et donc, si on est une dizaine, que le livre fait 200 pages, on a chaque personne qui va lire une vingtaine de pages.
Et après, on va faire une restitution. Il y a plein de méthodes différentes de l'animer. On peut faire ça par groupe. Moi, je le fais en amphi avec 150 étudiants où chacun lit un texte en entier, des articles généralement qui font une quinzaine de pages, puis ils échangent en petits groupes qui ont lu le même article, pour ensuite passer sur des échanges intergroupes. Et puis à la fin des 4 heures, les étudiants ont tous lu au moins 4 articles. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on revient sur les termes, donc l'arpentage, l'idée, c'est de parcourir à grands pas un terrain d'une taille importante, de mesurer une superficie. Ça se rapporte aussi à la technique. On a des origines qui sont un petit peu floues là-dessus. Tu peux passer la diapo. C'est une idée voilà, de développer l'intelligence collective à travers de la lecture. Donc on revient un petit peu à ce que je vous disais dans les mouvements ouvriers, où l'idée c'était principalement de permettre aux adultes de lire, d'écrire, pour qu'à travers ça, ils arrivent à développer leur pouvoir d'agir et de lutte. Donc ça a été beaucoup porté par les cercles ouvriers. Et après, les origines, on peut les retracer limite à l'invention de l'écriture, ou en tout cas de l'écriture papier, pour partager plus toutes les formes que peut prendre l'arpentage. Donc de penser différemment cette méthode avec une évolution dans le temps. Voilà. C'est utilisé au Parlement. Au Parlement ? Oui. Alors, Vous avez participé, vous avez exactement la même chose dans les... Ok. Alors, ouais. Je pense que vous parlez du Parlement éphémère, c'est ça? Non, on n'avait pas fait ça. Peut-être évoquer quand même ce qu'est le Parlement. Non. Dans ce cas, si tu ne parles pas du Parlement éphémère, je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être que ça peut être bien que tu en parles, si tu veux, non? Non, c'est pas le Parlement éphémère. Ok. On était retourné après le Parlement. Bonjour. On est parti avec un groupe de jeunes au Parlement. On n'était pas beaucoup, on était une fois 15 jeunes. Et ils nous avaient demandé, en fin de compte, d'après des lectures de politique, de textes politiques, alors c'est pas des petits jeunes, c'est des grands adultes, de faire, en fin de compte, discuter, de reprendre des parties, une synthèse, tout ça, etc. Et après, encore en petits groupes, encore en petits groupes, en fin de compte, reformuler des opinions et des questions politiques. Quand Sur on la dit jeunesse, politique, c'est les textes de loi. Oui, c'est ça, c'est nos chers politiciens. Okay. Vous avez proposé ça, on avait fait avec plaisir parce que vous connaissez la méthode. Ouais, effectivement, on retrouve pas mal cette idée-là de. C'est la question de jeunesse. Ok. Et effectivement, à travers l'histoire, ça a beaucoup été mobilisé de cette manière-là, de prendre des textes qui sont difficilement lisibles. Je sais que ça se fait beaucoup dans les syndicats associatifs, de prendre les nouveaux textes de loi, et puis chacun se répartit les parties, et ensuite, on dit ce qu'on a compris, et comment on comprend ensemble beaucoup mieux que individuellement. Et comment on confronte aussi son idée, sa compréhension à celle d'un groupe, pour mieux comprendre tous ensemble. Voilà, bon, la méthode, je voulais un petit peu présenter sur les finalités. Comme je vous le disais, c'est de découvrir à plusieurs un texte qui est plutôt complexe ou assez simple. Alors nous, on n'a jamais essayé d'arpenter le Capital de Karl Marx. Par contre, on a arpenté, par exemple, Angela Levy. Non, qu'est-ce que je raconte? Voilà, on fait des petits remixes aussi au passage. Alors, tu m'as fait un zoom. Alors, ça va avec la loupe, ceci dit. Donc après, je crois qu'on passe plus sur les objectifs opérationnels. J'essaie de traduire ça aussi de manière plus concrète. Donc sur le côté souvent de la sacralisation de l'objet livre, j'aime bien rappeler aussi que les livres qui ne sont pas vendus finissent au pilon en fait, et donc voilà, sont complètement broyés et ça fait votre papier toilette. Donc voilà, n'ayez pas trop de scrupules à les déchirer pour qu'ils soient compris par le plus grand nombre. Donc là, sur les objectifs, de mettre en capacité
Donc, toujours des illustrations très claires. Voilà, donc de mettre les participants en capacité d'aborder une lecture, surtout le fait qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, je pense que c'est assez important et de légitimer la compréhension de chacune des personnes du groupe. Voilà, tu peux passer. Et donc, voilà, pour finir avec cette partie, l'arpentage, ça a un but quand même, on retrouve les finalités de l'éducation populaire, de conscientisation, qui amènent les participants quelque part à s'émanciper d'une certaine manière, d'augmenter leur pouvoir d'agir, en tout cas rien qu'en travaillant ensemble, ça donne des pistes, et si à la fin ils arrivent à porter des transformations sociales et politiques, ben, c'est tout gagné, j'ai envie de vous dire. C'est une méthode qui se développe beaucoup, qui sort parfois même des cercles d'éducation populaire, qui est très portée dans des cercles féministes par exemple, et c'est bien que ça dépasse un petit peu nos réseaux et que ça favorise l'échange en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je crois qu'on en a toutes et tous besoin. Et d'ailleurs peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus sur la présentation et peut-être passer sur un temps plus de questions, parce que c'est vrai que là on a survolé pas mal de choses. Et il y a peut-être des points qui vous intéressent un petit peu plus. Donc, je vous écoute. Ouais. Bonjour. Moi, il y a une question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps, mais je n'ai pas vraiment la réponse, donc je la partage. On a pas mal de MJC, on porte notamment des accueils de loisirs. Des accueils de loisirs ados, enfants, etc. Et on le porte souvent, nous en tout cas, comme des projets d'éducation populaire, où on amène un peu le jeune là où il ne va pas tout seul, où on retrouve vraiment voilà, toute cette émancipation. Et c'est arrivé aussi que parfois, ces accueils de loisirs peuvent être repris par des municipalités. Parce que le souhaitent, et dans ces cas-là, ça devient un service. Enfin, eux parlent de service. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était un service qu'on portait? Est-ce qu'on ne portait pas plus qu'un service? Et est-ce que du coup, quand un projet comme ça revient vers une municipalité, est-ce que la municipalité le voit comme un service ou est-ce qu'elle peut faire de l'éducation populaire? Parce qu'on a des centres culturels qui sont aussi portés par des municipalités. Voilà, ce truc un petit peu ambivalent, service public, association, éducation populaire et service public. Ok, merci. Pas vraiment de réponse, mais des questions. En tout cas, ouais, tu ouvres un point que je n'avais pas forcément abordé, qui est l'institutionnalisation. L'éducation populaire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il n'y a pas du tout d'État là-dedans. On est très distant de ça. On est vraiment, on a des personnes qui se rassemblent, qui font ensemble pour les personnes en question. Pas pour des politiques, pas pour des chefs d'entreprise, etc. Mais pour améliorer des situations de personnes qui sont dans des situations qu'elles veulent changer. Et donc, à partir des... Alors, ça arrive très finement avec le Front populaire, et comme je vous le montrais tout à l'heure, à travers l'histoire, ça devient de plus en plus présent. Alors, une fois en intervention comme ça, je disais qu'il n'y avait pas de ministère de l'éducation populaire. Et une personne me dit, mais ça manque cruellement. Moi, en fait, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il n'en faut pas du tout. Il faudrait justement que l'État ne soit pas du tout dans ces questions d'éducation populaire, parce que sinon, on a une institutionnalisation, et comme tu le disais très justement, ben, l'État, lui, il ne voit pas le côté émancipateur, il voit le côté, ben, il y a un besoin, je réponds avec un service, un peu façon cabinet de conseil. Il manque de l'argent, bon ben on baisse les appels, ah ben nickel, c'est bon, ça fonctionne. Et en fait, on a cette réponse immédiate qui n'est pas forcément en lien avec les besoins réels. Et donc là, ce qui va dépendre, c'est dans quelle mesure la mairie, le centre social, etc., enfin, dans quelle mesure la mairie est impliquée dans une volonté de faire avec le peuple. Et ça, c'est souvent là où ça pêche un petit peu, mais il y a des villes où ça fonctionne assez bien. Je pense à Poitiers notamment. Oui, moi je veux bien effectivement participer aussi à cette question, puisque effectivement je pense que les MJC sont le résultat, en partie historiquement, d'une véritable politique publique, puisque dans les moments où apparaissent les MJC, pour sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça procède complètement d'une politique d'État qui
contribue à la création, en particulier de la fédération des MJC, sans remonter au moment historique des maisons telles que la Bouffe, justement dans le quartier Bouffard à Paris, qui met en œuvre un véritable projet d'éducation populaire hors institution. Mais je trouve que c'est intéressant, pour ce qui nous concerne au type des MJC, d'interroger ce lien entre institution et éducation populaire. Donc toi, tu dis que c'est pas possible. Ouais, alors, j'aime pas trop les réponses tranchées comme ça, mais effectivement, en tout cas, ça pose un petit peu des questions sur comment l'État peut interagir sans complètement orienter des MJC, des acteurs de l'éducation populaire. Et on voit que c'est diablement difficile pour les acteurs de l'éduc-pop de s'en sortir si on n'a pas les financements de l'État, si on n'a pas un petit peu ce projet qui traîne, ça rend assez vite compliqué le fonctionnement économique, mais ça dit des choses aussi, notamment sur le fonctionnement des structures et le besoin de financement qu'on a derrière. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là de, quelque part, on est entre deux chaises. D'un côté, on a envie, on a besoin, on est né pour ça, pour faire de l'éducation populaire, je parle des acteurs de l'éduc-pop, et d'un autre, on a le besoin de trouver des financements, et il se trouve que l'État en apporte un petit peu quand même si c'est plus ce qu'on a pu avoir dans les années 60. Donc comment on arrive à trouver ce juste milieu de quelque part, on vend des prestations comme la Zumba, mais d'un autre, ça nous sert à porter notre projet militant également. D'ailleurs, à vous autres, ouais. Moi, le micro, ça m'inhibe, parce que vous m'entendez, ça va. Dès que j'ai un micro, je ne sais pas m'exprimer. Vous m'entendez? Voilà, vraiment intéressant le débat, parce que pour le coup, je vais faire une mauvaise métaphore. Il y a l'éducation populaire, est-ce qu'il doit y avoir l'instruction populaire? Dans quelle mesure vous faisiez référence à Jean, il a fait référence finalement à l'éducation du citoyen, en fait. Est-ce que c'est quelque part là, est-ce que c'est pas du conditionnement pour le coup je pense à l'État-nation, en fait, et qu'on connaît après Ferry, qui veut que la langue française soit, pour le coup, tout le monde parlait, toutes les langues vernaculaires sont abandonnées, on veut que les gens parlent le français, donc dans toutes les campagnes de France et de Navarre. En 54, quand ils font le ministère de la Culture, M. Malraux, pour le coup, veut prendre le relais, c'est-à-dire que Ferry s'occupe de l'école, Macron s'occupe de l'éducation, de la culture, pour le coup. Bon, oui, effectivement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, pour le coup, d'essayer d'éviter que l'éducation après l'école devienne un conditionnement après l'école? C'est-à-dire que finalement, on se charge finalement d'amener les gens à maîtriser une langue et à maîtriser les canons en fait, de la langue, de la pratique de la langue. Et pour le coup, est-ce qu'on ne peut pas non plus finalement amener les gens à adhérer à un corpus d'œuvres culturelles, artistiques, en disant voilà ce qui est beau, voilà ce qui n'est pas beau, pour fonder un État-nation, qu'on s'entende sur le principe que c'est ce qu'il faut aimer quand on est français, c'est ce qu'il faut aimer. C'est comme ça qu'il faut pratiquer l'art, c'est comme ça qu'il faut réceptionner le voilà. Et quelque part, ça participe à une forme de conditionnement. Quand on est conscient de ça, pour le coup, il faut qu'on joue le match, alors on ne le joue pas. Quand on fait du centre de loisirs ou de l'accueil de jeunes, dans la mesure où c'est qu'on connaît le risque, et je crois qu'il est important d'essayer de faire en sorte de jouer finalement un peu différemment, parce que est-ce qu'il faut participer à ce conditionnement, ou est-ce qu'on peut, pour le coup, puisqu'on joue la partie, essayer de trouver des rouages, des interstices pour essayer d'amener les gamins à des adultes, puisque l'éducation populaire, j'aime pas trop l'éducation populaire. Est-ce que pour le coup, le fait d'amener les gens à épanouir leur quelquefois en fait, il y a tellement de superfuges pour amener les gens à s'épanouir. C'est ça l'éducation populaire. C'est amener les gens à s'épanouir en fait. Donc oui, il y a peut-être effectivement là, nécessairement il est nécessaire de prendre conscience de l'enjeu, qui est de rendre les gens épanouis et capables d'analyse critique, pas d'être conditionnés. Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette intervention. Là, l'idée, je crois, à travers tout ça, c'est aussi de voir, je partage complètement
on ne peut pas tout à fait appeler ça une prise de conscience, mais en tout cas ce positionnement de on a un contexte qui nous contraint quelque part, et donc comment on arrive à trouver des moyens détournés quelque part pour permettre aux personnes de sortir. Et c'est ce qu'on peut voir aussi dans l'éducation nationale quelque part de certains profs qui vont faire autrement, qui ne vont pas appliquer un programme tel quel, mais qui vont permettre aux jeunes de comprendre avant tout. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'instruction, en gros, d'un État-nation qui est très formaté sur un travail famille-patrie, les enfants vont au lever de drapeau, chanter la Marseillaise, etc. Quelle dérive on a derrière ça? Est-ce qu'on a une volonté qui est plutôt de permettre aux personnes de s'émanciper dans la société et de s'épanouir pleinement à travers tout un tas d'activités qui n'apportent pas forcément de la richesse à la nation, ou au contraire, est-ce qu'on est dans une démarche qui est beaucoup plus formatée pour arriver à d'autres fins autrement plus économiques? Voilà un petit peu ce que m'inspire cette intervention. Moi je pense que l'État il a un rôle à jouer en fait dans l'éducation populaire, de ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on porte des projets éducatifs et pédagogiques, que ce soit sur les questions de l'enfance, sur les questions de la jeunesse, sur les questions de la famille, de la culture, peut-être en fonction des territoires qui sont différents, et qu'on participe avec tout ça à l'éducation en fait de tous ces publics-là. Et que moi il me semble que l'État il doit reconnaître ces pratiques-là et il doit les soutenir. Et moi il me semble que cette question d'avoir un ministère de l'éducation populaire est très intéressante, parce que c'est peut-être ce ministère-là qui pourrait garantir un petit peu, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est très bien dit, mais la neutralité de l'État vis-à-vis de l'éducation populaire, justement. Parce qu'effectivement, nous, MJC, il me semble qu'aujourd'hui, on essaye de respecter cette neutralité politique, parce qu'on sait qu'on est dépendant des subventions, et que voilà, et qu'il faut aller un peu les chercher, qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, et à nos positionnements. Mais il me semble que justement ce ministère de l'éducation populaire serait très intéressant, bien au contraire. Alors là, j'ai presque envie qu'on fasse un truc, qu'on pousse les chaises et qu'on se fasse un petit débat mouvement sur le canapé qui reste. Ça vous dit qu'on fasse ça? Avec une partie pour, une partie contre. Donc on pourrait se dire qu'à gauche, c'est les personnes qui sont pour un ministère de l'éducation populaire, les personnes à droite. Les personnes qui se mettaient là, donc je disais contre. Là, c'est pour le ministère de l'éducation populaire. Alors, il n'y a pas de plein centre. Il doit y avoir une prise de position, et ça, c'est le débat. Alors, malheureusement, dans cet exercice et dans ce dispositif, donc il y a forcément un petit peu plus, un petit peu moins. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant 3 minutes, si vous voulez, vous allez pouvoir échanger entre vous sur des arguments. Donc là, on est sur un temps de réflexion. Donc choisissez un camp, mettez-vous soit pour, soit contre, et prenez-vous ce petit temps d'échange entre vous, de structurer vos arguments. Ok, alors si ça vous va, je vous propose qu'on commence. Oui.
Ah oui, allons-y. Donc je suis pour un ministère, parce que l'intérêt d'un ministère, c'est de contrôler. Donc je vais mettre en disposition des dispositifs pour contrôler les lycées. Parce que si on regarde bien l'éducation nationale, ça contrôle. C'est quoi ce système-là? C'est le système l'enseignement, enseigné. Je vous rappelle que les chercheurs du CERFI ont fait une étude généalogique comment est arrivé l'enseignement. Donc on va appliquer les mêmes méthodes pour les lycées. C'est-à-dire qu'on va contrôler ce qui s'y passe. Merci beaucoup. Je suis pour justement contrôler avec un ministère. Alors ce qu'on va faire, comme on n'a pas non plus énormément de temps, c'est qu'on va prendre une prise de parole par personne, max, et un argument. Donc là, on a entendu un argument pour. Est-ce qu'on aurait un argument contre un ministère? J'en ai plusieurs, mais je vais en dire un que je pense qui est partagé, c'est qu'à partir du moment où c'est un ministère, en fonction du bord politique du gouvernement, la garantie de la neutralité, je n'y crois pas, parce que c'est comme l'écologie. En fait, l'éducation populaire, pour moi, devrait être partout. Devrait s'immiscer partout, donc ça ne devrait pas être un ministère. L'écologie, par exemple, on voit bien qu'en fonction du bord politique, ce n'est pas traité de la même manière. Avec un gouvernement Rassemblement National, par exemple, je ne pense pas que la garantie de la neutralité, voilà, c'est plus ça qui me fait peur, le bord politique à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, vous avez le droit évidemment de changer de bord en fonction des arguments. Alors peut-être un argument pour un ministère. Il y a déjà un ministère. En fait, c'est le ministère Jeunesse et Sport, la JEPA, mais c'est une direction, sous-direction. Mais par contre, on est évidemment intégré dans une politique et on se revendique, je pense, au titre des MJC, de co-constructeurs de la politique publique. Donc pour co-construire, il faut bien qu'on ait un partenaire. Et le partenaire, c'est l'État. Donc si on avait un ministre en face de nous qui connaît l'éducation populaire, et qui défend des positions sur l'éducation populaire, on pourrait avoir un véritable débat de co-construction d'une véritable politique publique sur l'idée que ce n'est pas seulement les élus qui construisent la politique, mais c'est l'ensemble des acteurs du champ social, de l'espace social. Et pour cela, il nous faut absolument un ministère fort, renforcé, qui reconnaît évidemment l'ensemble des acteurs, mais pour ça, il faut qu'on ait quelqu'un à l'État. Je rappelle aussi que l'État est un des partenaires, mais que sinon on est dépendant d'un pouvoir qui lui est beaucoup plus discrétionnaire, qui est le pouvoir local, le pouvoir territorial. Et celui-là, il est beaucoup plus versatile. L'État, il apporte une dimension de stabilité, de durabilité, avec une dimension de l'État qui n'est pas seulement une dimension politique, mais aussi institutionnelle de l'État. Cette dimension-là me paraît vraiment importante. Si vous êtes sensible... Oui, venez. Il y a peut-être une réponse justement assez Du coup, alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, à une époque, on avait le ministère de la Jeunesse, mais qui maintenant est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je pense que cette notion-là est à prendre en compte. Donc, c'est bien la preuve de la possibilité, de la versatilité de l'État et du fait de se dire qu'est-ce qui est supérieur à l'éducation nationale, c'est l'éducation. Pardon, qu'est-ce qui est supérieur à l'éducation populaire, c'est l'éducation nationale. Donc, ça ne nous protège pas du tout. Déjà. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas qu'il y ait. Je pense qu'il y a une différence entre partenaire et hiérarchie. Et je pense que si on avait un ministère, on serait sous la coupe d'une définition qui nous enfermerait, ou qui serait en risque de le faire en tout cas. Voilà. Et puis le pouvoir discrétionnaire local, je pense qu'en tant que MJC, c'est de là qu'on tire notre pouvoir. C'est parce que nous sommes des associations locales qui travaillons localement avec des personnes et nous avons des conseils d'administration qui sont issus du local. Donc c'est sur ce levier-là qu'il faut travailler. C'est effectivement pas celui qui nous permet d'avoir un financement global pour le moment, mais pour autant c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on soit partenaire de l'État, mais juste partenaire. Donc partenaire, c'est sur un pied d'égalité, pas de ministre pour moi.
En fait, j'entends ces arguments, je les comprends et ils sont effectivement assez séduisants. Donc, du coup, je comprends pourquoi certains ont changé de côté de la rivière. Mais pour autant, je pense qu'ils sont à l'épreuve des faits, ils ne tiennent pas. D'abord, deux choses. Pour l'argument qui était sur la question de se retrouver avec le Rassemblement national à la tête de l'État, bon, je pense que de toute façon la question sera vite réglée, parce que là où il y avait des associations d'éducation populaire dans des municipalités qui ont été conquises par le Front National, enfin le Rassemblement national, et je suis dans une région où elles sont nombreuses, je peux vous dire que la question a vite été réglée, donc il n'y a même pas de question de quoi que ce soit qui est imposé, enfin, etc. Ensuite, aujourd'hui, on est dans un système, ça a bien été dit au début de la conférence, où on n'est plus dans la subvention pour ce que l'on est, mais on est dans les appels à projets. Et en fait, avec les appels à projets, on est complètement enfermé. Et je pense qu'il vaut mieux d'avoir toujours un pied dedans, et que quand on est dans nos réseaux et qu'on essaye de faire entendre notre parole avec aussi nos autres camarades de l'éducation populaire, et ben en fait aujourd'hui ça n'est pas audible. Et il me semble que s'il y avait un ministère de référence avec bien sûr le risque d'enfermer dans une définition et d'être instrumentalisé, mais on l'est déjà avec les appels à projets. Et en fait, s'il existait, peut-être qu'on pourrait avoir un espace de dialogue et de négociation et de co-construction, comme l'a rappelé Jean-Yves, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Merci. Alors, je crois qu'il y a une réaction immédiate. Alors, oui, deux réactions. Je vais par rapport à l'éducation nationale et à la jeunesse et des sports, c'est vrai que ce sont des ministères de référence. L'un, il est en train de mourir, pour le coup. Il n'existe quasiment plus dans les services. Et puis, l'éducation nationale, je crois qu'ils sont 24e au rang du PISA aujourd'hui. Sur le plan de l'éducation, c'est vrai qu'ils ont vraiment un modèle à donner. L'éducation nationale aujourd'hui, on fait partie des pays dans le monde qui éduquent le moins bien les enfants. Pour le coup, donc je pense que ces ministères-là ne sont pas aujourd'hui tellement des références sur le plan de la dynamique pédagogique. Pour répondre à madame, simplement, il y a des moyens, je crois, pour les MJC aujourd'hui de s'émanciper un petit peu, de s'affranchir en fait de l'État, qui sont finalement les moyens d'autofinancement que nous arrivons à mettre en œuvre. Je prends le coup de la Zumba, par exemple. Oui, j'ai organisé de la Zumba il y a quelques années dans ma MJC, et on s'est foutu de moi en me disant, mais tu fais du consumérisme, ça ne me dérange pas d'en faire, pour autant, si jamais j'ai besoin d'en faire, j'en ferai. Au-delà de l'aspect culturel de la pratique collective que la Zumba génère, elle permet aussi de générer des ressources. Et ces ressources, pour le coup, quand je propose à la mairie aujourd'hui de faire de l'accueil de loisirs éducatifs, la mairie met 1 euro pour le coup, et moi je suis en mesure aussi, grâce à la Zumba, de mettre 1 euro aussi. Donc je ne suis pas que prestataire, je suis aussi organisateur et en partie financeur. Et ça me donne une capacité de parler avec mes interlocuteurs qui sont politiques ou des services, quasiment à niveau égal. Nous ne sommes pas des prestataires, nous sommes des partenaires, mais vraiment à même hauteur d'interlocution. Et ça, je crois que c'est un modèle qu'il faut qu'on creuse, et je crois que, pour le coup, on a une capacité des MJC de pouvoir développer de l'activité qui peut être à la fois répondre à des besoins, mais pour autant générer une ressource économique qui nous permet de s'affranchir peut-être des ministères ou de la CAF aussi, quelque part aussi. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention, et comme ça n'était absolument pas prévu de faire un débat mouvant, on va devoir s'arrêter là et gérer encore une fois malheureusement vos frustrations de ne pas pouvoir parler et échanger, et qu'on arrive enfin à monter ou pas ce ministère de l'éducation populaire. En tout cas, ça a Merci à vous d'avoir joué le jeu. Moi, ce que je note en tout cas, c'est qu'on voit beaucoup ce rapport de force qu'il y a avec l'État, ce qui est principalement ressorti, aussi bien au niveau politique qu'économique. Et ça, je pense que ça fait partie des clés qu'on a à travailler pour faire plus d'éducation populaire tous ensemble. En tout cas, je crois qu'on est entre vos mains et vous savez comment faire. J'espère que ça va bouger dans les années qui viennent. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention, de votre participation.
Moi, je reste encore un petit peu jusqu'à demain midi à peu près. Donc, si vous voulez discuter plus en détail de certaines choses que j'ai évoquées, ça sera avec grand plaisir. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne journée de rassemblement et puis à très bientôt. Au revoir.